Nathalie, merci Lucas pour ces petits mots d'intro. Bienvenue à tous. Alors, moi, je tiens à vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous tous ce matin et je remercie Lucas et Nathalie de me donner l'occasion d'intervenir. Je suis très heureuse de parler de ce sujet de l'intelligence relationnelle qui fait partie des sujets sur lesquels j'aime beaucoup travailler en tant que coach, de manager, de dirigeant et sur lequel aussi j'aime partager, animer des formations. C'est en effet un sujet qui me touche parce qu'en fait, on parle d'intelligence relationnelle. Alors, bien sûr, je vais vous dire ce que j'entends par là, mais c'est un sujet qui me touche et que j'aime particulièrement partager parce que j'ai eu l'occasion, à titre personnel, mais aussi en accompagnant mes clients, de voir à quel point parfois, avec quelques outils, quelques méthodes très, très simples et simples à intégrer, il était totalement possible et accessible d'améliorer nettement la qualité de la relation. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi se priver? Et heureusement qu'il y a des temps de partage comme cela qui permettent de faire découvrir quelques outils. Donc, il va y avoir deux parties dans cette petite intervention que je vais animer aujourd'hui. Il va y avoir une première partie où je vais vous parler de l'intelligence relationnelle, vous expliquer en quoi ça consiste, comment on peut travailler dans le cadre du coaching, de la formation autour de ce sujet. Et puis, il va y avoir une partie beaucoup plus participative au cours de laquelle je vais vous proposer de réfléchir à certaines de vos situations personnelles pour vous faire vivre l'expérience de l'intelligence relationnelle. Donc, je vais pas parler pendant une heure, je vais vous demander de travailler un petit peu et de repartir avec une approche. On a une heure, on va travailler sur un sujet qui est très, très vaste. Donc, je me présente devant vous avec beaucoup, beaucoup d'humilité ce matin, puisqu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une formation ou d'un processus de coaching. En tout cas, j'espère pouvoir que vous puissiez repartir avec une idée peut-être un petit peu plus précise de la façon dont on peut travailler autour de l'intelligence relationnelle. Et d'autant plus qu'on est dans une période où forcément les relations sont extrêmement contraintes, sont amenées à se transformer, à évoluer, où avec le télétravail, avec l'organisation de nos vies, le sujet des relations peut vraiment être un sujet sur lequel il y a des choses à visiter. Je ne veux pas commencer par la conclusion, mais on est dans une période sur laquelle je pense qu'il est encore plus nécessaire que jamais de prendre soin de la relation, de prendre soin de la façon dont on est en interaction les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, avec My Perso Coach, on a décidé de vous proposer cette thématique-là aujourd'hui. Et avant de démarrer justement une rapide présentation de ce qu'est l'intelligence relationnelle, j'ai envie de vous poser la question, pour vous qui êtes là avec moi ce matin, quand on vous parle d'intelligence relationnelle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Et je vous proposerai d'inscrire vos réponses dans le chat parce qu'on est très nombreux et malheureusement, on ne va pas pouvoir faire un tour de table comme on pourrait le faire autrement. Donc voilà, la question c'est quand on vous parle d'intelligence relationnelle, qu'est-ce qui vous vient spontanément? Et on va regarder les réponses que vous posez dans le chat. Il y a des petits micros à couper, je crois. Excusez-moi, de façon un petit peu didacturelle, je me suis permis de couper le micro d'une ou deux personnes parce que ça gênait un petit peu l'ensemble, mais si vous voulez prendre la parole après, il n'y a aucun souci pour le réactiver. Donc oui, voilà, ce qu'on a imaginé avec Nathalie pour donner de la vie et qu'effectivement des interactions, je trouve que c'est intéressant effectivement que vous posiez cette question et on va effectivement, moi je suis en charge plus précisément d'animer le chat et effectivement vous pouvez lire bien sûr ce qui est écrit et on va faire un petit résumé de ça. Voilà. On laisse encore 2-3 minutes, Oui, Nathalie? peut-être pas 2-3 minutes, mais une petite quinzaine de secondes. Je vais être sur un rythme un peu soutenu ce matin, hein, j'en suis désolée, mais comme j'ai envie de partager plein de choses avec vous, il y a peut-être des moments où je vais aller un peu rapidement, et notamment sur ces temps-là. Mais je vois, il y a beaucoup de choses intéressantes déjà qui apparaissent dans le chat. Donc effectivement, la bienveillance, l'empathie, le fait d'être dans un rapport où j'écoute l'autre, je fais en sorte de me mettre à la place de l'autre. Merci pour vos partages, l'assertivité
effectivement, la façon de pouvoir… alors, la manipulation fait partie de certaines des techniques qui peuvent être une application ou un excès dans cette dimension de l'intelligence relationnelle. Donc, effectivement, on va retrouver énormément de notions et ce que je peux voir dans le chat recoupe effectivement des choses que je vais partager avec vous ce matin autour de l'intelligence relationnelle. Je fais une mini parenthèse, et excusez-moi, pour faire un petit coucou, une spéciale dédicace à 2-3 personnes que j'ai vues qui viennent de se connecter et que je n'avais pas vues depuis longtemps. Donc, l'intelligence relationnelle, c'est ça aussi. C'est comment le changement de nos modes de relation permet de se retrouver dans ce genre d'espace en lien avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos partages. Alors, d'ici quelques minutes, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. On va regarder justement ce que je présente aujourd'hui auprès de vous autour de l'intelligence relationnelle. Et comme je souhaiterais que vous puissiez travailler sur vos propres situations sans être influencé par ce que je vais vous raconter juste après, je vais vous demander tout de suite de préparer le matériel à partir duquel vous aurez l'occasion de réfléchir à 2 ou 3 reprises pendant cet atelier. Et je vais vous demander de penser… Alors, je précise tout de suite qu'il n'y aura pas de partage de vos situations personnelles. Hein. Le travail que vous allez faire, il est pour vous, rien que pour vous. Il n'y aura pas de partage avec l'ensemble du groupe, sauf bien sûr dans le cadre de questions ou de partage spontané. Mais je vais vous proposer de prendre 2 minutes, de prendre de quoi noter, papier, stylo, et de réfléchir à 2 situations différentes. Et là, je fais appel à ma co-animatrice qui va afficher à l'écran la description des situations. Donc, il va s'agir de 2 situations, bien sûr, relationnelles différentes. Il y aura une situation dans laquelle, alors il peut s'agir de situations professionnelles, c'est l'idéal, puisque là, on est plutôt dans un cadre professionnel, mais c'est OK aussi que ce soit des situations de votre vie personnelle. Et donc, 2 situations différentes pour lesquelles je vous proposerai de rédiger un résumé en une phrase. C'était juste celle d'avant. Oui, je suis pas la reine de la technique, mais je pense que je vais y arriver. Super, merci beaucoup. Donc, dans une des situations, je vous demande de résumer en une phrase une situation dans laquelle vous êtes dans une qualité de relation qui vous convient et dans laquelle vous vous sentez épanoui. Et puis, il y a une deuxième situation dans laquelle la relation gratouille plus ou moins fort. Donc, je ne vous demande pas forcément de réfléchir aux gros conflits qui durent depuis des années et que vous n'avez jamais réussi à résoudre, mais une personne avec laquelle vous êtes en relation, vous vous sentez irrité, c'est compliqué, et vous aimeriez bien pouvoir trouver des pistes de solutions. Donc, j'arrête de parler 1 ou 2 minutes, le temps que vous puissiez chacun noter sur une feuille de papier un résumé de chacune de ces situations. Alors, j'espère que c'est à peu près OK pour tout le monde. On va se préparer à poursuivre pour tenir notre temps dans 1 heure ce matin. Et on va pouvoir arrêter le partage d'écran pour l'instant. Et donc, venir sur notre sujet autour de l'intelligence relationnelle. Alors, l'intelligence relationnelle, qu'est-ce que c'est? Comment on peut décrire cette notion-là? Alors, je me suis référée et je me réfère à la définition, à la description des différents types d'intelligence qui ont été décrites par Howard Gardner. Alors, il y a plusieurs écoles, plusieurs approches pour définir cette notion d'intelligence multiple. Et en l'occurrence, moi, je me réfère à Howard Gardner. C'est ce que j'ai fait pour
préparer cette intervention. Et parmi les différents types d'intelligence, alors l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, donc différents types d'intelligence qui caractérisent l'être humain, j'ai trouvé que ce que je considère, moi, étant l'intelligence relationnelle, se rapprochait de très près de ce que Howard Gardner décrit comme l'intelligence interpersonnelle, qui décrit cette capacité à être en relation avec l'autre, à se mettre à la place de l'autre, à trouver la juste position pour être dans la dynamique de la relation. Et en même temps, je dirais aussi que, de mon point de vue, l'intelligence relationnelle va faire appel à deux autres sortes d'intelligence, deux autres types d'intelligence décrits par Howard Gardner, et en l'occurrence, l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à se connaître soi-même, cette capacité d'introspection, et également l'intelligence existentielle, c'est-à-dire cette capacité à identifier la logique et le sens des choses, de la façon dont les choses s'inscrivent de façon existentielle. Donc, dans cette définition de l'intelligence relationnelle, on part de l'intelligence interpersonnelle et j'ajouterais quand même des compétences davantage liées à l'intelligence intrapersonnelle et à l'intelligence existentielle. Et puis, de façon beaucoup plus simple et un peu comme on incite les étudiants à le faire, j'ai ouvert le dictionnaire et puis j'ai regardé la définition de l'intelligence, la définition de la relation et la définition que j'ai envie de vous proposer autour de l'intelligence relationnelle, elle va apparaître à l'écran. Ça va être la faculté de comprendre et de s'adapter au processus qui me relie à l'autre. Donc la faculté de comprendre et de s'adapter au processus qui me relie à l'autre, avec deux notions qu'on peut identifier tout de suite. Comprendre et s'adapter. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'action, de la mise en pratique. Et de façon globale, ça va pour moi regrouper l'ensemble des compétences et des comportements qui vont venir favoriser la qualité de la relation. Donc, voilà la définition de l'intelligence relationnelle que je vous propose pour aujourd'hui, sachant que l'idée, c'est quoi ? Pourquoi ça peut être intéressant de travailler autour de l'intelligence relationnelle et de développer ses capacités. Bon, sans surprise, hein, la finalité, c'est de pouvoir être dans une meilleure qualité d'être avec l'autre, avec les autres. Dans le cadre professionnel, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper, de réguler des tensions émergentes, d'éviter qu'elles évoluent dans le sens du conflit. Ça peut être aussi la gestion de conflits, et puis ça va être cette capacité, quelle que soit la fonction que j'occupe au sein de l'organisation, de me mettre à la place de l'autre, d'essayer de voir les choses de son point de vue, toujours dans le sens de mieux être ensemble, de mieux vivre ensemble. Et puis, il y a une autre dimension, il y a un autre aspect. Dès lors qu'on parle d'intelligence, se pose la question de inné-acquis, quel que soit le type d'intelligence. Est-ce qu'on est tous équipés de la même façon sur le plan de l'intelligence relationnelle ou bien est-ce qu'il s'agit de développer des compétences? Eh bien, moi, j'ai envie de parler de potentiel à développer. Il y a une part d'inné. Alors déjà, il peut y avoir une part d'inné en lien avec nos types de personnalités. C'est-à-dire qu'on a tous des types de personnalités différentes et le monde a besoin de différents types de personnalités. Certains d'entre nous vont être beaucoup plus à l'aise pour prendre la parole en public, pour rentrer en relation, pour pouvoir même gérer les situations de conflit. Pour moi, ça relève du type de personnalité. Et puis, il y a fondamentalement une dimension innée, puisque, sans vous faire un cours d'anthropologie, puisque ce n'est pas mon métier, à la base, et si on reprend la théorie de l'évolution, l'homme est un être de relation. C'est-à-dire que la perpétuité de l'espèce humaine, elle est associée au fait que l'homme a besoin d'être en relation, a eu depuis le début besoin d'être en relation pour pouvoir survivre, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir assurer sa sécurité. Et puis, dans cette notion de l'homme naturellement être de relation, il y a aussi une dimension sociale. C'est ce que nous raconte notamment Michel Tournier dans l'histoire de Vendredi, Robinson ou la vie sauvage, où on voit très bien que dès lors que Robinson se retrouve coupé de toute relation,
il se met à adopter des comportements régressifs. Et il se met à adopter des comportements de type animal. Donc, il y a cette part d'inné, et je voudrais partager avec vous un dernier éclairage, peut-être un peu plus sur le plan psychanalytique. Je me réfère à Erich Fromm, que certains connaissent peut-être, sociologue, psychanalyste, qui lui nous dit « Si l'homme est sans lien à l'autre, il est fou ». La seule définition valable de la folie, pour lui, c'est une personne absolument coupée de toute relation, une personne qui est lui-même et uniquement lui-même, sans aucune interaction avec les autres. Pour Erich Fromm, c'est la définition de la folie. Alors, je ne veux pas démarrer cette journée avec vous de façon négative, mais c'est vrai que dans la période qu'on vit actuellement, qui est quand même marquée par une coupure du lien social évidente, on peut comprendre aussi qu'on observe chez soi-même ou chez les autres des comportements de type régressif et qui sont, en tout cas c'est mon point de vue, à mettre sur le plan de cette coupure du lien social qui nous ramène à avoir des comportements régressifs sur le plan de l'ego. C'est un autre sujet, mais c'est quand même, on ne peut pas faire une conférence aujourd'hui de février 2021 dans ce qu'on est en train de traverser sans faire référence à cette dimension d'isolement social et des conséquences qu'on peut observer dans les comportements. Alors, il y a une part d'inné et puis il y a une part d'acquis. Il y a une part de compétences qu'il est possible de développer. Donc, c'est tout le travail qu'on peut faire dans le cadre du coaching, de la formation, de l'accompagnement thérapeutique, bref, de tous ces espaces qui vont nous permettre de venir déposer, mais surtout de venir explorer les situations relationnelles qui sont des situations qui nous posent problème à nous sur le plan de notre mode de fonctionnement. Et donc, avec l'aide d'un coach, avec l'aide d'un thérapeute, avec l'aide d'un formateur, on va pouvoir venir développer des compétences relationnelles. Alors, de quelle façon ? En utilisant, bon, bien sûr, le questionnement, les échanges avec notre interlocuteur, mais aussi en utilisant des grilles de lecture. J'aime pas tellement parler d'outils ou de méthodes parce que c'est une dimension très, 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 très fourre-tout. Et en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle en matière d'intelligence relationnelle. Mais ce qu'on propose en termes d'accompagnement, c'est des grilles de lecture un peu comme des paires de lunettes qui vont nous permettre de regarder une situation relationnelle avec un prisme que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qui vont nous permettre de, j'en reviens à la définition de l'intelligence relationnelle, de comprendre ce qui se joue dans le processus relationnel pour pouvoir s'adapter à ce qui se joue dans la relation. C'est d'abord comprendre et ensuite pouvoir s'adapter. Et je dirais que sur le plan de l'intelligence relationnelle, le terrain d'apprentissage, c'est l'expérience. C'est-à-dire que c'est un peu comme la confiance en soi, la prise de parole en public. Vous pouvez lire 15 bouquins sur l'intelligence relationnelle, 15 bouquins sur comment être en relation avec l'autre. Il ne va pas y avoir beaucoup de transformation, beaucoup d'évolution, s'il n'y a pas un moment donné où, soit sous forme de petits pas, soit sous forme en se jetant carrément dans le grand bain, vous n'êtes pas dans l'expérience de ce qu'est développer de nouvelles compétences relationnelles. C'est pour ça qu'en coaching, en formation, on utilise des grilles de lecture, on regarde ce qui se joue dans la relation, on définit des comportements qui vont être des petits pas, des façons de faire évoluer votre façon d'être en relation avec les autres, et puis ensuite, on les met en pratique sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il y a un autre élément aussi qui est fondamental et peut-être que ça sera un peu confrontant pour certains d'entre vous qui pensaient venir trouver ici des recettes miracles ou des formules magiques, c'est que de mon point de vue, l'intelligence relationnelle, c'est d'abord et avant tout un travail sur soi. C'est-à-dire que dans la relation, je peux choisir de transformer quelque chose qui va faire que cette relation va davantage me convenir. Mais je ne peux pas changer l'autre. Je peux changer quelque chose en moi, je peux faire évoluer quelque chose en moi, mais je ne peux pas changer l'autre. Après, ce qui est juste aussi, d'un point de vue systémique, comme on dit dans nos métiers, c'est que je peux observer que je change quelque chose dans ma posture et que du coup, l'autre va bouger aussi. Mais l'intention, à la base, c'est que moi, je vais changer quelque chose. Et puis, autre élément à avoir en tête si on décide de travailler, d'avancer sur cette notion de l'intelligence relationnelle, c'est d'accepter le fait que dans le processus relationnel, lorsqu'on est deux,
par exemple, parce qu'on peut être en relation avec un groupe, avec un collectif, avec le monde, mais quand on est deux dans le processus relationnel, je dois accepter le fait que je suis responsable de 50% du processus. C'est-à-dire que je vais être responsable de ce qui est de mon côté sur le plan de la relation. Et je dois accepter que les 50% qui reviennent à l'autre sont de sa responsabilité. Et moi, je ne vais pas pouvoir agir dessus. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, de mon point de vue, l'intelligence relationnelle, donc c'est un travail sur soi, et c'est un travail aussi qui demande beaucoup d'humilité par rapport à ce qui va être de mon ressort versus ce qui est du ressort de l'autre. Et alors concrètement, comment ça se passe? Alors je vous parlais d'expérience. Je vais vous proposer ce matin des approches, des grilles de lecture qui peut-être vont vous éclairer sur la façon dont on peut travailler autour de l'intelligence relationnelle. Et en l'occurrence, comme on est là, pas dans le cadre d'une formation ou d'un parcours un peu long, je vais vous proposer une approche en 3 temps. Travailler autour de l'intelligence relationnelle à partir d'une approche en 3 temps, avec un premier temps qui sera celui de la prise de conscience, un deuxième temps qui sera celui de l'observation, et un troisième temps qui sera celui de l'ajustement. Donc, premièrement, prendre conscience. Prendre conscience, ça va être cette capacité à écouter ses ressentis, à écouter ses émotions, qui viennent me dire que quelque chose n'est pas OK pour moi dans la relation. Là, premièrement, je prends conscience. Deuxièmement, observer. Observer pour comprendre. On est dans cette notion de l'intelligence relationnelle, de comprendre ce qui se joue dans le processus. Comprendre en observant la situation, le processus relationnel, de la façon la plus factuelle possible. Et puis, troisième temps de la démarche, ajuster. Ajuster ce qui est de mon côté dans la relation, ajuster quelque chose dans mon comportement pour aller dans le sens d'une relation qui me convient davantage. Et donc, pour la suite de notre heure ensemble, on va explorer ce parcours-là ensemble. On va commencer par le premier point, prendre conscience. Donc, prendre conscience, c'est savoir accueillir ses ressentis, accueillir ses émotions, de façon à pouvoir entendre le message qu'elles véhiculent. Parce que les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Elles ne sont pas juste là pour nous perturber. Si je ressens une émotion, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable, c'est que quelque chose se passe dans le processus qui vient me parler de moi. Donc, je vais vous inviter à envisager les émotions comme des messagers, comme quelque chose qui m'apporte une information. Si on reprend les émotions de base, par exemple la colère, lorsque je ressens de la colère, l'information, c'est qu'il y a peut-être une part de moi qui n'est pas respectée dans ce qui est en train de se jouer. Si je ressens au contraire de la joie, l'information, c'est que parmi les choses qui comptent pour moi dans la vie, qui sont importantes, un ou plusieurs de mes besoins sont satisfaits. Et là, on est très très proche, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette approche-là, de l'approche de la communication non violente, qui fonctionne de cette façon-là aussi, sur la capacité à mettre en lien mes émotions et mes besoins. Donc, il va s'agir de pouvoir développer cette capacité à écouter ses émotions. Lorsqu'on est dans le cadre d'un coaching, par exemple, si je passe 1h30 avec vous, on va pouvoir faire ce travail en profondeur d'accueillir les émotions. Mais comme là, ce n'est pas le cas, qu'on est nombreux et qu'on n'a qu'un tout petit peu de temps, je vais vous proposer un outil que je n'ai pas inventé, mais que j'ai inspiré, dont je me suis inspirée, pour ceux qui le connaissent, de Will Schultz à travers l'élément humain. Et je vais vous proposer ce que j'appelle le diagnostic de la relation en 3 questions. Et pour cela, donc ça va être le moment pour vous de prendre un petit temps pour vous autour de vos situations personnelles. Je vais vous proposer de reprendre les 2 situations que vous avez résumées tout à l'heure sur un petit bout de papier.
Et je vais vous proposer, et Nathalie va afficher les questions à l'écran. Je vais vous proposer pour ce diagnostic de la relation en 3 questions de répondre à 3 questions très simples pour chacune des situations. La première question sera: est-ce que je me sens appréciée? Est-ce que je me sens aimée? Selon qu'il s'agit d'une relation professionnelle, d'une relation amicale ou intime. Est-ce que je me sens appréciée? Deuxième question, est-ce que je signifie quelque chose? Troisième question, est-ce que je me sens compétente ou compétent? Et je vous invite à écouter ce qui se passe pour vous sur le plan des émotions pour répondre à ces 3 questions. Et je vous laisse 2 minutes en silence pour chacun d'entre vous explorer vos 2 situations à partir de ces 3 questions. Je vous laisse encore un petit peu de temps et puis on va poursuivre. Et donc, une fois qu'on a répondu à ces 3 questions, l'idée, c'est de faire un petit pas de côté et puis de regarder ce qui se passe au niveau de la... Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Comment ça éclaire la relation? Le fait de répondre à ces questions-là. Est-ce que je vois les choses différemment? Donc, première étape, prendre conscience de ce qui se joue pour moi dans la relation à partir de l'écoute de ces émotions. Deuxième étape de l'approche que j'avais envie de partager avec vous ce matin, observer pour comprendre ce qui se joue dans le processus de la relation. Et là, en fait, au cœur de l'intelligence relationnelle, il va y avoir cette capacité à observer la situation du point de vue le plus factuel possible. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que dès lors que je suis dans une situation relationnelle, surtout quand elle gratouille, bah, je sais forcément que je ne suis plus objectif et que je suis victime de ce qu'on va appeler les biais de perception. Ces pensées qui viennent modifier la réalité de la relation, qui viennent modifier même la réalité des faits, puisque nos pensées influencent nos perceptions. Donc, ça devient extrêmement difficile, voire même impossible dans certains cas, de pouvoir explorer les choses de la façon la plus factuelle possible. Et pourtant, c'est la réalité. Alors là, de la même façon, on a des approches, on a des grilles de lecture qui permettent de faciliter cette prise de distance
avec la réalité. Et c'est ce que je vais partager avec vous autour de, par exemple, du questionnement systémique, c'est-à-dire des questions très simples qui vont me permettre de décrypter le processus relationnel. Et là, je vois que j'ai du soleil dans les yeux, donc je vais devoir, non pas m'en plaindre, mais tirer les rideaux. Donc, c'est ces questions extrêmement simples du questionnement systémique qui vont me permettre de décrypter la situation de la façon la plus factuelle possible. 4 questions. Qui fait quoi? À qui? En quoi ce comportement est un problème pour moi? Quelles sont les conséquences? Si, par exemple, je dis mes voisins sont vraiment des sales types qui me pourrissent tous les week-ends, je ne suis pas dans une définition très, très, très précise ni constructive de la situation. Si j'applique le questionnement systémique, qui, les 3 jeunes colocataires qui habitent l'appartement à côté du mien, fait quoi? Organise des soirées tous les week-ends qui associent un grand nombre d'invités avec un niveau sonore très élevé, y compris en période de confinement. À qui? Je considère que la victime du sujet, ça va être moi et les personnes qui partagent mon foyer. En quoi ce comportement est un problème? Quelles sont les conséquences? Alors, il peut y avoir différents types de réponses. Si je suis honnête avec moi-même, parce qu'il s'agit quand même un peu de ça, peut-être me dire, en fait, ce comportement de mes voisins est un problème parce que ça me renvoie au fait que moi, je n'ai pas d'amis, je n'organise pas de soirée, donc je suis un peu jalouse. Et en fait, c'est ça qui me met mal à l'aise. Il peut y avoir un autre niveau de réponse qui consiste à dire, en fait, moi, ce comportement me met mal à l'aise parce que je fais des efforts pour respecter le protocole sanitaire et chaque week-end, j'observe que les voisins d'à côté invitent 30 personnes et on est dans une période où je suis désolée, il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses. Donc, ça va me poser un problème à moi sur le plan du cadre qui n'est pas respecté. Et j'ai comme l'impression que je suis dans une posture d'impuissance parce que les efforts que je fais ne sont pas partagés par la communauté, en l'occurrence par mes voisins d'à côté. Et puis, il peut y avoir un autre niveau de réponse qui consiste à dire, en fait, ça m'empêche de m'endormir, ça me réveille plusieurs fois la nuit, et quand je parle avec une personne au téléphone depuis mon salon, j'arrive même pas à entendre ce qu'elle me dit. Donc, selon la réponse que je vais apporter à cette question de en quoi ce comportement est un problème, la stratégie que je vais avoir vis-à-vis de mes voisins ne va pas être la même. Et donc, je vais vous proposer, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient appliquer le questionnement systémique à la situation que vous avez notée, en l'occurrence, je pense à celle qui gratouille, d'appliquer ces 4 questions qu'on va remettre à l'écran, comme ça vous allez pouvoir les avoir sous les yeux. Merci beaucoup Nathalie. Donc, qui fait quoi? À qui? En quoi ce comportement est-il un problème? Et je vous laisse 1 ou 2 minutes pour prendre le temps de noter vos réponses.
Alors, j'ai du mal à évaluer forcément où en sont les uns les autres. Donc, tranquillement, je vais vous proposer qu'on poursuive. Et un petit peu comme pour l'exercice précédent, après avoir répondu à ces 4 questions, l'idée peut-être c'est de faire un petit pas de côté et de regarder, voilà, qu'est-ce que ça modifie? Est-ce que ça modifie quelque chose? Est-ce que ça ajoute quelque chose? De regarder la situation d'un point de vue factuel et en particulier d'observer de façon factuelle les conséquences du comportement qui me gratouille. Quelles sont les conséquences? Et c'est ce qui va nous fournir de la matière, des éléments, pour la 3e étape de l'approche que je vous propose ce matin. Donc, la première étape, c'est de la prise de conscience. La 2e étape, observer de la façon la plus factuelle possible. 3e étape, ajuster quelque chose dans mon comportement pour aller dans le sens d'une relation qui me conviendra davantage. Et là, en fait, on va poursuivre ce questionnement systémique avec 3 questions complémentaires. Qu'avez-vous fait pour résoudre votre problème jusqu'à maintenant? Quel a été le résultat? Que pourriez-vous faire à la place? Alors, si on commence par la première question, qu'avez-vous fait pour résoudre votre problème jusqu'à maintenant? Ça peut arriver que la réponse à cette question soit rien. J'ai rien fait. Il y a un problème, mes voisins font la fête tous les week-ends et j'arrive pas à dormir, mais jusqu'à présent, j'ai rien fait. Bon, ok, c'est bien d'en prendre conscience parce que ça me renvoie moi-même à mes responsabilités et à ce que je vais décider d'ajuster, de mettre en place, de définir pour tenter de régler cette situation relationnelle compliquée. Donc, cette question-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les tentatives de solution. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire jusqu'à maintenant pour résoudre le problème? Deuxième question, quel a été le résultat? Alors là, il s'agit d'observer si ce que j'ai essayé en termes de tentative de solution a produit des effets ou pas, et si oui, lesquels. Donc, si ça a produit des effets minimum, il y a eu des petits changements, il y a eu quand même quelque chose qui s'est transformé dans la relation, même si ce n'est pas parfait pour moi aujourd'hui, eh bien, la question va être, OK, comment je peux renforcer cette transformation? Qu'est-ce que je peux faire qui aille dans le même sens et qui permette d'améliorer la qualité de la relation? Et puis, quand on regarde le résultat des solutions que j'ai essayé de mettre en place, si je m'aperçois qu'il n'y a absolument aucun résultat, que rien n'a changé, eh bien, en fait, il va s'agir de passer à la 3e question qui consiste à se poser la question de qu'est-ce que je devrais faire à la place? J'ai commencé à aller voir mes voisins, je leur ai dit gentiment 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a eu aucun résultat, aucun effet. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Quelle stratégie je vais choisir pour m'adapter au processus qui me relie à l'autre? Et le changement de stratégie peut être parfois très paradoxal. C'est-à-dire que dans ces approches systémiques, on considère parfois que c'est la solution qui devient le problème. C'est-à-dire que, à force de faire la tête à mes voisins parce qu'ils font du bruit, quand je les croise, je suis désagréable avec eux, et eux, ils font encore plus la fête. Donc, il y a un moment donné où ça peut être les tentatives de solution qui deviennent le problème, ou en tout cas qui le renforcent. Donc, dans certains cas, et je ne dis pas que c'est la solution à tous les coups, un changement de stratégie peut être de tout arrêter, d'arrêter toutes les tentatives de solution, et de regarder ce qui se passe. Parce que dans cette logique systémique, on s'aperçoit parfois que le fait d'arrêter de faire, d'arrêter de vouloir à tout prix régler la situation, fait que comme par hasard, soit il y a un nouvel intervenant qui rentre en ligne de compte, soit la personne qui me casse les pieds change sa posture pour des raisons sur lesquelles je ne pourrais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais une des tentatives, un des changements de stratégie peut être d'arrêter d'essayer. Et puis, d'autres changements de stratégie peuvent être de se poser la question de, voilà, qu'est-ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé que je pourrais essayer de mettre en place? Et ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est ensemble, on définit ces réponses-là, et puis on les met en pratique sur le terrain. Essai, erreur. Ça fonctionne, c'est la bonne approche, ça ne fonctionne pas. Comment je peux imaginer régler cette situation autrement?
Alors, comme je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour le débriefing et peut-être des questions que vous auriez ou des compléments, Nathalie, que tu aurais envie de faire, je ne vais pas vous proposer de faire l'exercice avec ces 3 questions complémentaires, mais on va faire comme peut-être à la fin d'une séance de coaching, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, vous pouvez repartir avec ces 3 questions et puis prendre un temps un petit peu plus tard dans la journée ou à la fin de ce webinaire pour essayer de répondre à ces 3 questions et regarder ce que ça peut apporter par rapport à la problématique que vous aviez posée. Et avant de laisser la parole à Nathalie, donc je voudrais résumer ce qu'on a rapidement vu ensemble. C'est une approche. Il y en a des tas d'autres dans cet espace d'une heure. C'est le choix que j'ai fait de vous partager cette approche de l'intelligence relationnelle en 3 temps, avec la prise de conscience de ce qui ne me convient pas dans la relation via le message des émotions, un temps d'observation pour comprendre ce qui se joue dans le processus relationnel de la façon la plus factuelle possible, et puis un temps où je regarde comment je peux ajuster mon comportement dans la relation dans un sens où la relation me conviendrait davantage. Et avant de laisser la parole à Nathalie, peut-être que ce que j'ai envie de vous transmettre aussi sur le plan de l'intelligence relationnelle et peut-être en lien avec la période qu'on traverse tous et qui est vraiment marquée par une modification, une transformation radicale de la façon dont on est en lien avec les autres, c'est peut-être l'idée de réinventer la relation, de réinventer la façon d'être à l'autre. En tout cas, je pense que c'est vraiment ce qu'on nous demande, ce qu'on est censé faire aujourd'hui, c'est réinventer la relation. Alors, par exemple, avec les personnes que je ne vois plus ou que je vois quasiment plus, avec lesquelles je n'ai plus d'occasion de contact, comment je peux réinventer la relation? Comment je peux garder cette liberté intérieure pour ne pas sombrer dans finalement je lâche, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se voir, et en fait je vais râler parce que je ne vois pas mes amis. Non, il y a toujours une marge de liberté, quel que soit le moyen, quel que soit le média. Donc comment réinventer la relation? On critique par exemple régulièrement, et je suis la première à dire qu'il faut garder beaucoup de distance par exemple avec les réseaux sociaux, mais moi j'ai vécu une expérience récente que je partage très rapidement avec vous. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai repris contact avec ma grande amie de collège que je n'avais pas vue depuis 25 ans. Et on s'est revus physiquement avant le couvre-feu, hein, tout ça, tout bien dans les règles, etc. Et en fait, ce genre de moments, quand ils arrivent dans des périodes comme aujourd'hui, où on a tellement envie de retrouver l'autre, tellement envie de retrouver la relation, prennent un sens particulier et ont une valeur peut-être encore plus forte que dans une période qui ne serait pas celle qu'on traverse. Donc, réinventer la relation avec les personnes qu'on ne voit presque plus ou qu'on voit très peu, et aussi réinventer la relation avec les personnes qu'on voit beaucoup plus qu'avant. Je pense notamment, selon nos modes de vie respectifs dans nos foyers. C'est vrai qu'entre le télétravail, les cours en ligne, le sport en ligne, on se retrouve à passer beaucoup plus de temps avec les personnes qui constituent notre foyer. Et ce n'est pas évident tous les jours. Donc, c'est aussi peut-être le moment avec les personnes qu'on voit plus qu'avant de réinventer la relation et de se poser la question de comment je peux peut-être mieux écouter les besoins de l'autre. Est-ce que je ne profiterai pas de cette occasion, de cette période, pour porter un regard différent sur l'autre, pour apprendre à le redécouvrir, pour peut-être aussi, puisqu'il y a un changement de cadre relationnel, redéfinir les règles du jeu de la relation. Parce qu'au final, l'idée, c'est aussi peut-être d'essayer de regarder comment on peut, comme l'aurait dit Christiane Singer, faire un bon usage de cette crise. Donc, en ce qui me concerne et par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire, je crois que je suis arrivée à peu près au bout de ce que je voulais à tout prix partager. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un petit temps pour peut-être débriefer tous ensemble. Alors, on est nombreux et j'ai la frustration de ne pas pouvoir entendre chacun, passer la parole à tout le monde, etc. Mais peut-être, voilà, Nathalie, si tu veux ajouter, compléter ou
faire une suggestion pour qu'on termine cette heure tous ensemble? Écoute, je te remercie, mais en fait, j'ai été une très mauvaise coéquipière et très mauvaise modératrice et animatrice parce que j'ai été réellement sous le charme de ce que tu nous as partagé. J'ai énormément appris de choses, même si je suis une fan et une certaine, on peut dire un peu professionnelle de la communication non violente, dont tu as beaucoup fait, dont tu as fait référence. Je trouve que c'était très intéressant effectivement, la notion que tu nous as partagée qui était de dire finalement, l'intelligence relationnelle, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Moi je suis, normalement identifiée pour être quelqu'un qui est j'ai une bonne communication. Néanmoins effectivement, si, c'est presque une conférence, hein, ce que tu nous as fait, tellement tu as fait d'apports, super intéressants et en plus du pratico-pratique. Mais si finalement on repart en se disant que, c'est pas forcément inné d'être un bon communicant ou d'avoir une intelligence relationnelle et qu'on peut le travailler, je trouve que ça sera vraiment, de repartir avec quelque chose qui est vraiment intéressant. La deuxième chose qui m'a beaucoup interpellée, et bien sûr, je suis coach comme toi, mais c'est qu'effectivement, on ne change pas les autres et c'est parce que c'est ce que tu as dit, c'est parce qu'on va changer, parce qu'on va s'adapter, qu'effectivement les choses vont changer et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Je trouve toujours très intéressant quand on commence, nous, à un petit peu évoluer, et je peux le dire parce que moi, au-delà d'être coach, au-delà d'être certifiée, enfin pardon, d'être supervisée, je me fais aussi accompagner, par un psy et je me rends compte et je fais des prises de conscience et je dis: «Ah non, mais là, ça a vraiment changé» et je réalise que oui, bien sûr, les autres ont changé, l'environnement a changé, mais que je pense que c'est moi qui ai initié ce changement et ça, je pense que c'est super important. Après, il y a un mot qui a été dit, qui a été, exprimé sur le chat et que je trouve intéressant, c'est la manipulation. Je ne suis pas du tout certaine qu'une que de la relation, de l'intelligence relationnelle, ça soit de la manipulation. Oui, on veut arriver en général à notre but, mais il y a peut-être des chemins qui sont aussi, différents et très intéressants et ce que j'ai beaucoup aimé effectivement, personnellement, c'est ce mélange que tu as su faire entre des choses finalement très, très profondes, très, «philosophiques» entre guillemets et ce pratico-pratique que tu nous as donné, qui va me permettre moi de repartir avec des outils, qui j'espère vont encore renforcer, mon intelligence, relationnelle et quand tu parlais, tu as anticipé ma question qui était effectivement aujourd'hui, comment on communique, comment on adapte cette relation, cette intelligence relationnelle avec, la situation. Tu l'as extrêmement bien dit. En termes de communication, c'était ce que je disais aussi quand on a échangé, parce qu'on a préparé, hein, cette intervention, enfin surtout Nathalie. Dans cette intelligence relationnelle, il faut peut-être se poser la question aussi, aujourd'hui en mode, en outils, en canaux de communication, comment on communique? Classiquement, dans le monde du travail, on peut aller taper à la porte du bureau de notre, équipe, on peut, envoyer un SMS, on peut organiser des réunions, enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont mises à notre disposition. Je pense qu'il faut aussi là qu'on ait une véritable intelligence dans notre relation à l'autre, sur notre, mode de communication. Et oui, vous êtes très nombreux et nombreuses, c'est très chouette. C'est un peu difficile effectivement de terminer, en vous demandant forcément de vous manifester, mais vous pouvez très bien le faire dans le chat si ça vous intéresse. Bien évidemment, ce qu'on propose là, ce sont des webinaires sur, des thématiques qui correspondent à des soft skills qui est très important à mon avis de développer. Celle-là en fait partie. Si vous voulez bien évidemment plus d'informations, vous pouvez aller, je fais un peu de pub, mais sur le site de My Perso Coach, www. Je vais l'écrire dans le chat et surtout, vous abonner à notre newsletter parce que, tous les mois, on fait on fait un ou 2 webinaires dans lesquels on traite de ce genre de sujet. Voilà,
Et je voudrais dire un immense merci à Nathalie pour cette animation posée, éclairante et bienveillante. Merci, Nathalie et Lucas de m'avoir offert cette possibilité de partager ce matin sur ce sujet qui m'est cher. Merci à tous d'avoir été présents. Ça fait hyper plaisir et notamment de revoir personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, donc c'est chouette. Il y a une petite question autour de l'intelligence relationnelle et de l'intelligence émotionnelle. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, du coup, je me dis que je peux peut-être y répondre. L'intelligence émotionnelle, ça va être cette capacité à fonctionner. Enfin, je réponds de mon point de vue. Ne considérez pas que c'est une vérité. De toute façon, par principe, il ne faut jamais considérer que les choses sont vraies. Mettez-les en doute. Mais l'intelligence émotionnelle, pour moi, ça va être cette aptitude qu'on a plus ou moins à être en contact avec nos émotions comme une porte d'entrée. Et là, en fait, j'ai envie de dire la même chose que pour l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des types de personnalités pour lesquelles la porte d'entrée va être plutôt l'émotion. Pour d'autres personnes, la porte d'entrée va être au niveau du mental, et pour d'autres personnes, la porte d'entrée va être au niveau plus instinctif, corporel. Donc, de la même façon que pour l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, il y a une dimension qui est là. Il y a cette capacité à être à l'écoute de ses émotions, en contact de ses émotions et en faire quelque chose. Et puis, il y a aussi la possibilité de travailler. C'est-à-dire qu'on est en plus dans une société très, très occidentale où accueillir ses émotions, quand vous dites ça à des grands dirigeants, enfin, ils vous foutent dehors tout de suite, quoi. Donc, c'est tout un travail aussi de commencer à accueillir ces émotions et à fonctionner à partir de ce que je ressens plus qu'à partir de ce que je pense. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est le petit ajout que j'avais envie de faire puisque j'ai vu qu'il restait 3 minutes et qu'il y avait cette question dans le chat. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je pense qu'il y a plus de questions. Après, s'il y en a une, on peut toujours y répondre. Sinon, merci beaucoup à tout le monde. Alors, n'hésitez pas à vous effectivement aller sur le site. On a enregistré ce webinaire. On va essayer de le publier en ligne. Si jamais vous avez raté des choses, vous pourrez le revisionner. Et on a aussi une newsletter dans laquelle chaque mois, on parle des événements, on publie des articles, on met en avant les articles qui sont sur notre blog ou même d'autres choses, comme ce mois-ci, en février, on a créé un quiz interactif pour s'auto-évaluer, ou en tout cas auto-évaluer son entreprise sur l'exercice des entretiens annuels d'évaluation. Donc, il y a aussi un sujet qui nous intéresse. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site. Et sinon, peut-être à une prochaine fois. Et en tout cas, pour l'instant, très bonne journée à toutes et à tous. Et bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Tu restes 2 minutes, Nathalie? Yes.